Salus Populi, c'est un antidote à ceux qui doutent du possible avenir de la nation française. C'est un nouveau récit en forme de roman de l'ancien dirigeant Bruno Maigret que j'ai le plaisir de recevoir sur TVL. Bonjour Bruno Maigret. Bonjour Martial Bill. Cela faisait longtemps que l'on ne vous avait pas vu. Comment allez-vous? Tout va bien. Oui, tout va bien, et on le voit à travers ce bouquin dont on va parler et qui est aux éditions Altera et qui est en vente dès maintenant sur le site tvl.fr dans la boutique de TVL. Alors, pourquoi d'ailleurs ce livre maintenant, en 2024? Écoutez, je crois qu'on vit des années critiques, des années tout à fait décisives, parce qu'il y a maintenant une écrasante majorité. La France va très mal, de plus en plus mal. Et il y a, heureusement, une écrasante majorité de Français, je crois, qui sont maintenant conscients des fléaux qui menacent l'avenir même de notre nation. Mais dans le même temps, je ne vois pas apparaître des propositions de solutions qui soient à la hauteur des problèmes et des enjeux. Et donc, ce livre répond à l'espèce de sentiment de désespérance qui résulte de cette situation où on a l'impression que plus rien n'est possible et que tout est foutu. Eh bien, le livre apporte des solutions, montre que pourquoi la situation est ainsi figée et comment on pourrait trouver des solutions qui soient à la hauteur des problèmes de notre pays aujourd'hui. Tout le sens de ce livre est de montrer qu'il est encore possible de sauver la France, dont on voit bien, après le déclin, qu'on est dans une phase de chute, de grand effacement. Et ce livre est-il destiné à des dirigeants politiques particuliers à l'aune des prochaines échéances électorales, moins les européennes, que la présidentielle de 2027 ? C'est sûr que la présidentielle de 2027 va être tout à fait capitale. Et je pense que ce livre peut effectivement contribuer à ce que l'élu de l'année du prochain septennat soit en mesure non pas de subir comme ses prédécesseurs cette espèce d'immobilisme qui enferme la classe politique dans le politiquement correct, mais qu'il soit possible, comme on dit, de bouleverser la table, de faire tomber la table. Alors, on va entrer dans le livre, si vous voulez bien. On viendra sur la politique nationale rapidement. Nous sommes le 25 avril 2032. Voilà. Et c'est Jérôme Bolton, qui est un homme politique, vous dites discret et propulsé candidat, puisque le président de la République ne se représente pas. Oui. Il est, lui, le candidat à ce moment de l'extrême centre. Il s'appelle le Centre En Marche. On voit bien de qui on parle. Cet extrême centre qui est au pouvoir depuis 15 ans. Et vous nous faites finalement d'un Macron un homme providentiel pour les patriotes, qui sont représentés par le représentant d'un mouvement qui s'appelle Patria. Comment on en arrive là, à que ce soit le candidat de l'extrême centre qui devient finalement l'espoir pour vous de la survie de la France? C'est un symbole, c'est une petite, c'est une façon un peu détournée de dire que le salut de la France peut venir d'un homme de bonne volonté. Pas nécessairement d'une structure existante, d'un parti politique constitué, d'une organisation préétablie. Mais la situation est tellement confuse qu'effectivement, il peut survenir un homme qui, une fois investi de responsabilité, ne se comporte pas comme les autres parce qu'il est honnête, parce qu'il est courageux, parce qu'il est lucide et qui devient un homme d'État qui transforme la réalité en ouvrant des perspectives nouvelles. Un peu d'air frais au sein du monde politique, c'est ce que présente Bolton à ce moment-là. Exactement. C'est comme ça qu'il est présenté au départ. Mais ensuite, c'est une grande alternative qu'il incarne. Parce que tout au long de son mandat, Bolton va engager des réformes, finalement des réformes de très grande ampleur. La plus visible, la plus importante, à ses yeux, et donc à vos yeux, c'est la remise en cause de l'état de droit. Il faut en finir, dites-vous, avec l'état de droit. Dites-vous, dit Bolton. Oui. Il faut en finir avec l'état de droit et le gouvernement des juges qui nous impose depuis des décennies leur idéologie politiquement correcte. Se remettre en cause l'état de droit, c'est pas factieux, ça? Oui, vous avez raison.
de me poser la question de cette façon, parce que l'état de droit, apparemment, c'est une notion tout à fait naturelle et anodine. L'état de droit, dans une démocratie, c'est évident, il faut une constitution, il faut des tribunaux, il faut des lois, rien que de très naturel. Sauf que quand on va un peu plus loin, on s'aperçoit que l'état de droit est en réalité comme une injonction idéologique. Vous savez, on avait eu dans le passé l'injonction idéologique des droits de l'homme. On a eu ensuite l'injonction idéologique des valeurs républicaines ou du vivre ensemble. Maintenant, c'est l'injonction idéologique de l'état de droit. Et c'est très grave parce que l'état de droit, c'est la perversion du droit. C'est-à-dire que le droit devient un instrument pour empêcher les hommes politiques et les gouvernants de sortir de l'enclos du politiquement correct, alors que le droit devrait être au contraire un outil au service des hommes politiques pour mener les réformes qui sont nécessaires au pays. Et les grands responsables de tout cela, ce sont les prêtres du droit, c'est-à-dire les juges. C'est le gouvernement des juges, en effet, qui a pris le pouvoir et qui empêche toute réforme. Et qui est contraire à la démocratie de votre point de vue. Et qui est totalement contraire à la démocratie. Parce que si je prends le plus nocif de toutes ces juridictions, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel censure les lois votées par les représentants du peuple, comme on l'a vu récemment avec la loi Macron sur l'immigration. C'est quelque chose de tout à fait ahurissant quand on y réfléchit bien. Alors, je sais, on me dit, mais le Conseil constitutionnel, c'est l'instance qui défend les droits et les libertés des Français. Fort bien. Mais contre qui défend-il les droits et les libertés des Français? Si ce n'est contre le Parlement, c'est-à-dire contre le peuple français. Donc voilà une institution qui prétend défendre les droits et les libertés des Français contre les Français. Bon, c'est un tribunal idéologique qui impose sa ligne politique, le politiquement correct. Et c'est là que vous envoyez un message quand même aux candidats potentiels de 2027 en leur disant il y a une clé. Il y a une clé, la clé, c'est d'organiser un référendum sur ce sujet en même temps que les législatives qui arrivent quelques semaines après l'élection présidentielle. Ça, c'est une clé que vous leur donnez. Exactement. Je pense que si le futur président élu veut réellement changer les choses, il faut en effet, en même temps que le premier tour des législatives, un référendum sur la réforme du Conseil constitutionnel. Moi, je propose un changement tout simple. Actuellement, les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. J'introduis l'idée que si le président de la République, qui est élu quand même au suffrage universel direct, si le président de la République conteste une décision du Conseil constitutionnel, il peut invoquer un droit de recours et soumettre la décision incriminée à nouveau au peuple français, soit par référendum si c'est une affaire importante, soit par un vote de confirmation de l'Assemblée nationale. Et dans tous les cas, ce sont les Français qui ont le dernier mot. Est-ce qu'on peut appeler ça un droit de veto qui existe dans d'autres pays? Oui, on peut parler de droit de veto, mais au nom du peuple. Au nom du peuple. Et vous, seconde clé que vous donnez, et ce n'est pas anodin dans les perspectives prochaines, il y a aussi l'idée de l'instauration de lois d'exception, même si le terme fait peur, là encore. Oui. Alors, c'est l'idée de la loi suprême. Vous savez, les Romains, quand ils étaient menacés d'être submergés par des barbares ou par des ennemis qui leur étaient momentanément supérieurs, invoquaient cette règle du salus populi suprema lex esto. La loi suprême, c'est le salut du peuple. Quand la nation est menacée par un fléau qui peut compromettre son avenir, eh bien la loi qui porte les mesures pour faire face à ce danger doit avoir la priorité sur toutes les autres lois et doit s'imposer aux autres lois. Suprema lex. Et donc, quelques lois précises. De façon donc plus concrète, ça se traduit par des lois d'exception, c'est-à-dire que sur une durée de temps préalablement fixée, la loi en question rend illégitime toutes les dispositions législatives, réglementaires, françaises, européennes ou internationales qui seraient contre cet objectif sont rendues illégales.
Concrètement, le Bolton dont on parle dans le Salus Populi, quelles sont les lois d'exception qu'il prend? Alors, par exemple, la première, la plus spectaculaire à son arrivée, c'est l'arrêt de toute nouvelle immigration. Donc, il y a une loi qui est prise, qui comporte guère plus d'un article. Toutes les dispositions législatives, réglementaires, etc., qui autorisent, favorisent ou encouragent l'arrivée de nouveaux immigrés sur le territoire national sont illégales. Alors bien sûr, immigrés provenant d'un pays d'immigration avec une liste fixée par un décret du président de la République, c'est pas tous les étrangers. Et donc ça se traduit ensuite par quoi? Ça se traduit par le fait que les visas légaux qui sont encore distribués par milliers à droite et à gauche sont stoppés, le regroupement familial est arrêté, le droit d'asile est suspendu et l'accueil des étudiants étrangers provenant de ces pays est arrêté. Est-ce que on en était resté à ce président d'extrême centre? Comment il en arrive quand même à faire et à décider de ces lois d'exception? Parce qu'il est de bonne volonté ou parce qu'il a un environnement amical, notamment patriote, parce que les mouvements patriotiques, on a parlé de Patria, sont puissants et prêts aussi à gouverner? Comment on en arrive à cette situation-là pour qu'elle soit plausible, Bruno Maigret? C'est un homme qui, d'abord, est honnête, non seulement par rapport à son comportement dans la société, mais aussi honnête intellectuellement. Donc, au fur et à mesure qu'il rentre dans les affaires de l'État, il réalise l'ampleur des problèmes qui se posent et progressivement, il comprend qu'on ne pourra rien faire si on ne fait pas, si on ne donne pas des grands coups d'arrêt pour changer la dynamique, changer le logiciel, comme on dit. Et il le fait d'autant plus facilement qu'effectivement, il a un environnement qui est assez proche de la droite nationale, disons, et qu'il se constitue une majorité avec tous les partis de droite jusqu'à l'extrême droite, comme disent certains. Et donc on voit bien le processus, vous l'avez dit, l'état de droit, le gouvernement des juges, l'application de lois d'exception, et plus largement l'objectif de Bolton, c'est de sauvegarder le peuple français tout en mettant fin alors au dispositif de contrôle de la société française, c'est-à-dire à démanteler ce système de contrôle dont on sait aujourd'hui, ce dispositif, qu'il est au service du maintien de l'extrême centre dans notre pays et dans d'autres. Oui, c'est aussi une démarche qu'il adopte et qui, je crois, est tout à fait essentielle dans le système actuel. Et donc, Bolton, petit à petit, assainit en quelque sorte la démocratie et rétablit la souveraineté du peuple. Alors, ce qui est important aussi, Bruno Maigret, c'est que dans tout l'ouvrage qui se lit comme un roman, oui, avec bien évidemment des points très précis, comme vous êtes habitué à le faire, c'est-à-dire avec vraiment des solutions, mais vous ne cachez pas, et ça c'est important, les vives réactions que la mise en place de ce programme qui est économique, politique, culturel, social, peut laisser apparaître. Et souvent on se dit que ces réactions-là, elles vont être insurmontables. Et vous dites non, il y a là aussi des solutions, par exemple la riposte des eurocrates face à la volonté de refonder l'Union. Là, c'est une question actuelle, oui, très actuelle. On se dit, c'est pas possible. Vous dites, mais bien sûr que si. Alors, effectivement, d'ailleurs, je mets en scène dans le livre l'arrivée du groupe des 4, c'est-à-dire des 4 principaux dirigeants nommés de l'Union européenne, la présidente de la Commission, le président du Conseil européen, etc., le président de la Banque centrale, et qui viennent en grande pompe à Paris. À l'Élysée pour un dîner, et qui mettent carrément les choses sur la table, où vous arrêtez de prendre des distances avec les textes européens qui vous sont imposés comme à tous les autres membres, ou bien la Banque centrale européenne cessera de soutenir votre trésorerie
et vous serez ruiné. Donc le président héros de mon livre, sachant très bien ce qui allait arriver, joue le tout pour le tout et refuse catégoriquement de céder. En réalité, il y a une chose qui joue, c'est que la France n'est pas n'importe quel pays. La France est quand même le deuxième pays de l'Union européenne. Ce pays, c'est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, et c'est un pays qui est très symboliquement et géographiquement placé au cœur de l'Europe, et aussi culturellement. C'est-à-dire que l'Europe n'existerait pas sans la France. Et donc, il tient bon. Et finalement, bon, je ne vais pas raconter le livre. Non, mais ce qui est important, c'est que vous comprenez bien que dans le débat actuel, c'est un débat qui traverse les partis nationaux, souverainistes, identitaires, quels sont les termes qu'on leur donne, peu importe. Certains vous disent qu'il faut refonder l'Union, d'autres vous disent qu'il faut sortir de cette Union. C'est un vrai débat. Vous prenez parti. Oui, je prends parti, d'autant plus qu'il faut bien comprendre une chose qui me paraît capitale, c'est que le monde est en train de se restructurer sous nos yeux, à grande vitesse. On avait autrefois un monde bipolaire. Les Américains ont cru que le monde allait devenir unipolaire sous leur hégémonie. En réalité, c'est un monde multipolaire qui se met en place. Alors, et chaque pôle étant, pour la plupart, porteur d'une civilisation. Alors, ou bien la France redevient toute seule et elle regardera tout cela se faire sans elle, ou bien la France et les autres nations d'Europe organisent ensemble un pôle de puissance pour défendre la civilisation européenne et prendre sa place dans le concert des nouvelles puissances qui seront à l'échelle de ce qu'elles représentent. Vous évoquez aussi, c'est un autre sujet, mais avec beaucoup de précision, les émeutes, bien sûr, qui ont effrayé les Français à juste titre, les émeutes dans les banlieues, et puis bien évidemment la question de la laïcité. Et votre réponse, elle est double, et là aussi prompte à susciter le débat, voire même la polémique. Parce que face à l'insurrection voulue ou organisée des banlieues, ça il faut le lire, l'ouvrage, le recours, c'est l'armée. Et le rappel que le discours sur la laïcité a gravement obéré notre identité. Deux notions, politiquement importantes, le recours à l'armée, c'est un vrai débat, et l'idée que la laïcité n'est pas un rempart, mais que ça a été le moyen de détruire notre identité. Oui, alors pour ce qui est de l'armée, précisons les choses tout de même. Il s'agit, dans mon livre, d'un moment où les choses tournent en effet très mal, et où c'est l'ensemble des cités qui se soulèvent, avec une situation d'autant plus dramatique que les armes de guerre qui existent en stock souterrain dans ces cités sont utilisées contre les forces de police et de gendarmerie. Et là, effectivement, il y a un débat, on est en conseil de défense au plus haut niveau de l'État, et il est décidé, le président décide de recourir à l'armée, et donc de reprendre le contrôle par la force de la situation. Mais on va vous répondre que l'armée française, elle n'a pas à combattre sur le sol français, que ce n'est pas ni sa tradition, ni son destin. Non, c'est vrai, mais l'armée française a vocation à défendre les Français et le territoire français. Or, le mouvement qui se dessinait était un mouvement qui s'apparentait à une espèce de conquête étrangère du territoire français par des populations qui ne se reconnaissaient plus comme françaises. Donc l'armée est à ce moment-là tout à fait légitime pour intervenir. Allez, deux dernières questions. Oui. Deux dernières questions rapidement. Le solus populi ou la sauvegarde du peuple entraîne des attentats, au moins des attentats, et pire encore. Mais ma question, elle est simple. Des Bolton, des ministres de Bolton, des militants de Bolton, ils ont tous dans votre liste une force dont on a du mal à se dire qu'elle existe pour d'autres en France, aujourd'hui. Bah écoutez, il faudrait que ces militants et ces ministres et ces chefs politiques se trouvent dans la situation où se trouvent les héros de mon livre. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on juge vraiment de la trempe des femmes et des hommes qui prennent des responsabilités. Bolton, quand il arrive au pouvoir, il est très peu connu.
Et il ne s'est pas fait remarquer par un courage ou une trempe particulière, mais il l'a porté en lui. Donc j'ose penser qu'il y a encore dans notre pays beaucoup de gens qui peuvent participer à un tel renouveau. Alors, bien évidemment, question un peu plus espiègle, est-ce que vous avez envoyé votre livre à Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jordan Bardella, Marion Maréchal, Laurent Wauquiez, Nicolas Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, qui d'autre? Je ne l'ai pas fait encore, mais je le ferai, oui. À tous? Oui, à tous. Je ne vais pas faire de ségrégation à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas là pour choisir tel ou tel. Je pense que les années qui viennent, je l'ai dit au début, sont décisives. Et l'élection qui arrive dans 3 ans, l'élection présidentielle, peut être l'occasion d'un bouleversement total, peut-être l'occasion de l'élection d'un homme qui n'est pas de la classe politique, ou d'une femme qui n'est pas de la classe politique. En attendant, Salus Populi, il y a des élections le 9 juin prochain oui. pour les européennes. Est-ce qu'il faut aller voter déjà? Et oui. Voter pour qui? Vous en doutiez, je n'allais pas vous abandonner oui. Comme ça. Bon, moi je pense... Est-ce qu'il faut aller voter déjà? Oui, il faut aller voter. Il faut aller voter. Il faut aller voter. Je pense qu'il faut voter. Et puis, je pense qu'il faut voter le plus utile possible. C'est-à-dire? J'en dirai pas plus. Chacun peut concevoir ce qui est utile à notre pays ou pas. Je pense qu'il faut maintenant que les forces qui n'acceptent pas l'état lamentable dans lequel se trouve notre pays, qui veulent un redressement de grande ampleur, se rassemblent, s'unissent autour de ceux qui peuvent donner l'impulsion. Je vous invite à lire ce livre parce que vous y trouverez beaucoup de clés de compréhension et puis ça clairement, on remonte le moral. Voilà. Et donc c'est bien nécessaire par les temps qui courent. Salus Populi, merci Bruno Maigret. Merci.